Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir PayPal Express Checkout. Donc PayPal Express Checkout, c'est une solution de paiement qui est offerte par PayPal et qui vous permet directement de réaliser un système de paiement sur votre site web. Alors ceux qui suivent le site depuis un petit moment vont me dire mais attends, tu as déjà fait un tutoriel sur PayPal, pourquoi tu nous en reparles? Alors dans les précédents tutoriels, on avait vu comment mettre en place un système de boutons. Donc en fait, on mettait en place un bouton que l'on crée dynamiquement en utilisant l'API ou tout simplement on crée le bouton depuis PayPal. Et ensuite, ce que l'on faisait, c'est que l'utilisateur cliquait sur ce bouton, il payait et le site recevait une notification instantanée de paiement. Alors, quel est le problème avec ce système-là? Le principal problème, c'est que déjà, c'est PayPal qui gère quasiment tout, qui gère toute la phase de paiement. Et le gros inconvénient, c'est qu'on reçoit la notification de manière asynchrone, c'est-à-dire que c'est PayPal qui nous informe que le paiement a bien été effectué. Donc avec PayPal Express Checkout, comme l'explique ce diagramme où on n'y comprend absolument rien, le principe c'est que c'est vous qui allez directement faire le prélèvement. Alors petite explication, parce qu'il est très important de bien comprendre ce graphique. Alors, sur votre site, vous allez mettre en place un petit bouton Payer. Ce bouton Payer va rediriger l'utilisateur vers une page de paiement Express Checkout. Donc sur cette page, c'est une page relativement classique, il va pouvoir soit se connecter à son compte PayPal, soit tout simplement mettre ses informations bancaires. Une fois que ces informations ont bien été rentrées, il va appuyer sur Valider. Alors attention, contrairement à ce qui se passe lorsqu'on utilise les boutons, l'utilisateur ne paye pas. Lorsqu'il valide, il est redirigé sur le site avec un token. Avec ce token, on va pouvoir récupérer les informations sur la transaction qui a déjà été demandée. On récupère ces informations-là et ensuite on peut appeler la méthode doExpressCheckout pour exécuter entre guillemets le paiement. Donc en fait, on utilise PayPal vraiment que pour autoriser un prélèvement futur. Mais le prélèvement se déroule côté site web. Du coup, l'avantage, c'est qu'on va avoir un contrôle total sur le processus et savoir s'il y a une erreur ou pas. Contrairement au système de boutons où c'est PayPal qui nous informe s'il y a un problème ou pas. Alors pourquoi je vous dis que ce graphique est très important? Parce qu'en fait, il contient toutes les informations que l'on recherche. Et notamment les méthodes que l'on va utiliser. Donc nous, on va commencer par la première partie, cette partie-là. Donc j'ai créé une page où j'affiche un petit panier. Donc ce panier, c'est tout simplement un tableau, je ne me suis pas trop pris la tête, avec le nom du produit, le prix avec la TVA, parce que c'est important, et la quantité. Donc globalement, vous, c'est quelque chose que vous allez retrouver en session si vous avez créé un système de panier. Et ensuite, j'ai créé deux variables, total qui contient le total, donc la somme des produits avec la notion de quantité, et total TTC qui contient le prix avec toutes les taxes. Bon, c'est quelque chose de relativement classique, c'est pour ça que je ne reviens pas dessus. Alors le principe, ça va être justement d'utiliser cette méthode setExpressCheckout pour tout simplement générer le lien qui va permettre à l'utilisateur d'accéder à ces informations. Pour cela, il faut utiliser l'API. Alors au niveau des API, vous en avez deux. Donc l'API arrive sous deux formats, NVP ou SOP. Donc à vous de choisir celui que vous voulez utiliser. Donc nous, on va choisir le modèle NVP. Donc globalement, ça veut dire Name Value Parameter si je ne me trompe pas. Donc on va envoyer à chaque fois les paramètres comme ça en poste. Et du coup, l'API va nous renvoyer des résultats. Alors on ne peut pas utiliser l'API telle quelle. Il faut évidemment un compte sur lequel on va pouvoir verser l'argent. Donc pour faire ça, rassurez-vous, pas besoin d'avoir un vrai compte PayPal, on va utiliser l'environnement de développement. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, vous allez sur developer.paypal.com et si vous n'avez pas encore de compte, vous en créez un. Donc en fait, sur cet environnement de développement, on va pouvoir créer autant de comptes que l'on souhaite et en plus avec des fonds illimités. Alors ici, je vais sur Test Accounts. Voilà, donc je n'ai aucun compte et je vais en créer un nouveau préconfiguré. Alors je fais préconfigurer parce que c'est plus simple évidemment que de devoir créer les différentes informations. Donc ce compte va être en France. Voilà. Ça va être un compte vendeur, donc on va choisir seller et on va choisir un nom. Donc là on va l'appeler John Doe. Ensuite on lui choisit un email. Alors moi je vais l'appeler Sell pour savoir que c'est ce compte qui vend. Je vais lui donner un mot de passe facile à retenir. Voilà, je lui donne une carte de crédit, il a des comptes et il n'a pas d'argent. C'est un compte de toute façon qui va recevoir les paiements, donc il n'y a pas besoin d'avoir d'argent sur son compte. Et je crée ce compte. Alors, pendant que ça crée, un petit détail important sur le type de compte. Pour utiliser ce système de Express Checkout, il va vous falloir une clé d'API. Alors, cette clé d'API n'est pas accessible avec un compte personnel. Donc, si vous utilisez PayPal en tant qu'individu, juste pour envoyer de l'argent ou faire des achats sur Internet, vous ne pourrez pas utiliser ça. En revanche, vous pouvez surclasser votre compte vers un compte premier, donc qui vous permet justement de recevoir des paiements et d'avoir accès à cette API, ou un compte business. Donc, le compte premier, normalement, si je ne me trompe pas, est gratuit. En revanche, le compte business vous offre différents avantages et lui est payant. Donc vous pouvez tout à fait surclasser en premier sans surcoût.
Voilà, donc côté PayPal ici, mon compte a bien été créé. Voilà, et ce que je vais faire, alors je me suis mis en navigation privée parce que j'avais des petits problèmes. Ce que je vais faire, je vais rentrer en mode sandbox sur ce compte-là. Et en fait, vous allez accéder à ce compte comme si vous l'aviez vraiment. Donc ici, je mets évidemment le login. Voilà, et le mot de passe que j'avais défini. Voilà, et vous voyez que j'arrive bien sur une page qui ressemble à la vraie page PayPal. Alors ce que je vais faire, je vais configurer les connexions à l'API. Donc pour cela, vous allez dans Préférences, plus d'options. Ici, vous avez accès à l'API. Donc attention, la partie Sandbox, elle est un petit peu en arrière. C'est-à-dire que sur le vrai site de PayPal, l'interface ne ressemble pas vraiment à ça. Dans la vraie interface de PayPal, vous avez des onglets à gauche et il faut cliquer sur Vendre et acheter pour avoir ensuite accès à l'API. Ici, moi, je fais accès à l'API. Voilà, afficher une signature API. Et là, vous voyez que je récupère les différentes informations. Donc, je récupère un mot de passe. Donc, ce que je vais faire, je vais le stocker tout simplement sur mon site. Alors ici, on va l'appeler $password. Hop. Le mot de passe. Ensuite, la signature. Hop. Et on va avoir besoin de ces trois informations. Hop, le username. Pour pouvoir accéder à la phase de paiement. Voilà, donc c'est très important que vous sauvegardez ces trois informations. Sans ces trois informations-là, vous ne pourrez pas évidemment utiliser l'API. Alors attention, aussi très important, il ne faut les communiquer à personne. Alors moi ici, ce n'est pas gênant, tout simplement parce que c'est un compte de dev. Donc il n'y aura pas de problème, je le supprimerai après ce tutoriel. Mais ne partagez jamais votre compte. Et je clique sur terminer. Voilà, donc mon compte vendeur est bien configuré. Donc maintenant qu'on a ces différentes informations, on va enfin pouvoir travailler. Alors, je vais rester toujours dans le début de ma page et on va faire notre premier rappel. Alors, pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les appels, il suffit tout simplement de se rendre dans la documentation. Donc ici dans API référence. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs fonctions qui sont en gras, c'est justement les trois méthodes que l'on va utiliser. Donc set express checkout qui vous permet de définir un début d'express checkout, get express checkout details qui vous permet de récupérer les informations d'une transaction et do express checkout payment qui vous permet tout simplement d'exécuter un paiement. Donc nous on fait un set express checkout tout simplement pour initialiser le système. Donc on va cliquer sur NVP et on va avoir la liste des différents paramètres. Donc en fait, il faut appeler l'URL de PayPal suivi des différents paramètres. Alors c'est là où c'est un petit peu le bordel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de manière simple d'organiser les paramètres. On a à la fois ceux qui sont optionnels et ceux qui sont requis qui sont mélangés. Alors ce que je vais faire, je vais me créer un petit tableau contenant les différents paramètres. Comme ça, on y verra un petit peu plus clair. Alors le premier paramètre, c'est la méthode. Donc nous, on utilise la méthode set express checkout. Ensuite, on doit préciser les identifiants, donc user, donc mon username, celui que j'ai configuré pour l'API. Donc ici, c'est la variable user. Ensuite, j'ai besoin de configurer la signature. Donc signature, c'est exactement ce que l'on a fait. Pareil, dans l'API, c'est signature. Ensuite, cancel URL. Ensuite, évidemment, le mot de passe, donc password. Alors ici, c'est pas password, c'est PWD. Et le password qui nous a été fourni, password. Voilà. Donc là, on a les configurations de base. Ensuite, on va configurer l'URL de retour. Donc return URL. Donc ici, il faut une adresse avec le chemin absolu qui permettra de revenir à la page. Donc nous, on va faire revenir l'utilisateur sur la page qui s'appelle process. Donc ici, on met process.php. Donc évidemment, vous pouvez générer dynamiquement ce lien pour qu'il fonctionne, quel que soit votre environnement. Mais là, c'est vraiment pour vous expliquer l'API. Donc je veux éviter de complexifier les choses. Et en cas d'erreur, je vais appeler la même URL. Ou là, je pourrais appeler cancel.php. Voilà, pour dire votre paiement a été refusé, vider la session et tout ça. Voilà, donc après ces paramètres-là, il y a des paramètres un petit peu plus importants qui vont permettre de définir les informations sur notre paiement. Donc si vous regardez au niveau de la documentation, vous avez en fait des petits groupes de propriétés. Donc voilà, vous voyez par exemple, ici c'est pour gérer l'adresse. Ici, c'est pour gérer les informations de base. Et hop, si je descends un petit peu plus bas, je peux gérer les détails et ainsi de suite. Donc là, le mieux, si vous voulez voir un petit peu comment tout fonctionne, c'est de lire un petit peu les différents paramètres et de voir ce qu'ils font. Alors moi, je vous donne vraiment les paramètres essentiels qui vont vous permettre de générer votre premier paiement. Donc ici, on va mettre payment request
underscore le numéro du paiement, donc nous on va en avoir qu'un seul, 0 underscore AMT. En fait, là où j'ai mis le 0, on peut mettre un chiffre, c'est dans le cas où on a des paiements récurrents qui peuvent arriver plusieurs fois. Donc nous ici on n'a qu'un seul paiement, donc on met underscore 0 underscore AMT. Donc ici, AMT c'est le prix total de la commande avec taxe. Donc ici nous c'est total TTC. Ensuite on a payment request underscore 0 currency code. C'est-à-dire que là, bon, on a bien précisé le prix, il n'y a pas trop de problème, mais par contre, il faut lui dire, évidemment, quelle monnaie utiliser, parce que ça ne vaut pas la même chose en euros ou dans une autre monnaie. Voilà. Donc là, on va s'arrêter là. Alors, ça va bugger, vous allez le voir, c'est normal. Et on va essayer déjà d'appeler l'API avec ces paramètres-là. Alors, pour exécuter l'API, il faut appeler l'URL. Donc ça, c'est pareil, c'est dans la documentation, https://api-3t.paypal.com/nvp parce que j'ai choisi l'API NVP. Et quand vous allez être en production, vous allez enlever ce sandbox là. Voilà. Donc ici, moi je vais l'appeler endpoint, donc point d'arrivée, et ce sera cette URL là. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais appeler cette URL. Donc pour appeler une URL, on utilise curl. Donc $curl égale curl underscore init. Et ensuite, je vais définir différents paramètres pour cette requête. Donc curl underscore setOption underscore array. Tout simplement pour préciser tous les paramètres sous forme de tableau, c'est beaucoup plus simple. Et voilà. Alors, le premier, c'est évidemment, on va préciser quelle URL appeler, parce que là, par défaut, il ne sait pas. Curl option underscore URL. Et là, j'appelle l'URL endpoint. Ensuite, j'ai besoin évidemment de lui préciser les paramètres. Curl underscore option underscore post. Et ici, je mets 1. Ça veut dire que je veux poster des informations. Je veux envoyer une requête de type post. Et ensuite, je fais curl option underscore post fields. Et je vais envoyer les différents paramètres. Donc ici, c'est params. Voilà. Alors, ça ne suffit pas comme ça. On va faire d'autres opérations. La première chose à faire, c'est de dire qu'on ne veut pas afficher le résultat, mais on veut le retourner. Donc, curl option. Et là, on va mettre la propriété return transfert à 1 ou à true. Donc là, dans ce cas-là, plutôt que d'envoyer les informations, d'afficher les informations lorsque la requête est effectuée, ça va nous renvoyer le résultat. Et ensuite, on va empêcher l'utilisation de SSL. Ici, vous voyez que l'URL de l'API, c'est une URL en SSL. Moi, le problème, c'est que je travaille en localhost et même sur mon serveur, je n'ai pas forcément de certificat. Donc, je ne vais pas pouvoir utiliser HTTPS. Donc, moi, je vais mettre curl option underscore SSL underscore verify peer à false. Et de la même façon, je vais mettre curl option underscore SSL underscore verify host à false, parce que je ne peux pas vérifier ces informations vu que je n'ai pas de certificat de sécurité. Si vous aviez un certificat, ce que vous pourriez faire ici, c'est mettre ça à true, ça à 2, et ensuite préciser un certificat en faisant curl option underscore k underscore ca info et en mettant le chemin absolu de votre fichier PEM qui contiendrait votre certificat. Donc moi je n'ai pas de certificat, donc je mets false. Voilà. Donc là on est à peu près bien et je vais faire une dernière petite option. Je vais mettre ce système en mode verbose, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura des problèmes ou des erreurs, il va nous les dire plutôt que rester dans son coin et rien communiquer. Voilà. Maintenant je suis prêt à exécuter ma requête, donc je fais $response égale curl underscore exec curl. Voilà. Donc là ma requête va être exécutée. Donc une fois qu'elle est exécutée, je peux directement la fermer évidemment. Donc je fais curl underscore close curl. Alors si je veux voir un petit peu si tout s'est bien passé, si je récupère des résultats, je vais faire un var dump de response, de ma réponse, et faire un petit die à la suite, histoire de ne pas avoir d'autres contenus. Donc j'actualise, donc je sauvegarde, je vais aller sur ma page et j'actualise. Donc vous voyez, le problème c'est que c'est pas du tout lisible, donc ce que l'on va faire c'est qu'on va utiliser la fonction parseString. Donc je vais me créer une variable response array qui sera tout simplement la réponse sous forme de tableau. Et ensuite je fais la fonction parseString, je précise en premier paramètre ma réponse et en second paramètre dans quel tableau je veux la stocker. Voilà. Et du coup, au lieu de faire un var dump de response, je fais un var dump de response array. Donc
Donc maintenant, si j'actualise, ben, vous voyez que j'ai un tableau. Du coup, je m'y retrouve beaucoup plus. Alors là, vous voyez que j'ai eu une petite erreur, donc internal error. Alors c'est pas vraiment, ça décrit pas vraiment l'erreur. En fait, le problème, c'est que les paramètres, quand ils sont passés directement en poste, si on les passe directement sous forme de tableau, en tout cas pour PayPal, on a un petit problème. Donc ce que l'on va faire, c'est on va tout simplement les passer sous forme de chaîne de caractères. Donc pour cela, on fait http underscore build, alors objet http underscore build underscore query, et on passe en paramètre le tableau des paramètres. Si ensuite je fais un var dump, histoire de voir un petit peu à quoi ressemblent les paramètres maintenant, hop, vous allez voir que ça les convertit en fait sous forme d'une chaîne de caractères. Voilà, un petit peu comme ce que nous renvoie PayPal. Donc avec l'API Name Value Parameter, ben vraiment PayPal s'attend à avoir la chaîne de caractères plutôt que ce que l'on avait envoyé dès le début, c'est-à-dire le tableau. Donc si maintenant vous actualisez, vous voyez que les erreurs vous donnent vraiment plus d'indications. Donc là, l'erreur que j'ai, c'est que la version n'est pas supportée. Donc en fait, on va préciser la version à utiliser. Donc là, juste après la méthode, on va faire version et on va mettre le numéro de version de l'API. Donc là, le numéro de version, c'est 74.0. Ici, 74.0. Hop, j'actualise. Et vous voyez que je n'ai plus d'erreur. Donc là, j'ai bien un succès, donc tout s'est bien passé, et ça me donne un token. Alors, ce token, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Il vous permet tout simplement de rediriger l'utilisateur vers la page de paiement. Donc ici, en fait, pour avoir l'URL de la page de paiement, il suffit de faire. Alors là, on va le mettre dans le die. http://www.sandbox.paypal.com/ et là c'est webscript. Alors je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, hein, point commande. Donc là c'est le type de commande que l'on veut effectuer. Donc nous on veut effectuer une commande de type PayPal, de type express-checkout. And user action, il faut mettre commit, c'est-à-dire qu'on est sur la première étape. Et enfin on doit envoyer le token de sécurité. Token que l'on récupère évidemment dans ce tableau. Donc response array, token. Tout est en majuscule chez eux, donc c'est plutôt simple. Voilà. Donc si maintenant j'actualise, vous voyez que ça va m'afficher cette URL là. Donc là au passage, je vois que j'ai oublié le petit S, HTTPS, c'est très important. Donc je réactualise. Donc ça me régénère une nouvelle URL et je vais tenter d'appuyer sur cette URL et voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, vous voyez automatiquement, je suis redirigé sur cette page de paiement et j'ai les informations concernant mon paiement. Donc moi ici, le total, toute taxe comprise, c'était 73 €. Donc vous voyez que ça fonctionne bien. Alors en revanche, là, c'est donné assez peu de détails. Ce que l'on va faire, c'est on va mettre la liste des objets qui ont été commandés et préciser un petit peu plus d'informations. Alors ce que l'on va pouvoir préciser, et ça c'est très utile si vous avez un site de e-commerce, c'est tout simplement les frais de transport. Donc ici, c'est shipping AMT. Alors pour le test, on va mettre 10. Voilà. Ensuite, on a un autre paramètre, c'est item AMT. Alors ce paramètre permet tout simplement de préciser la somme des objets. Donc nous par exemple, ici on va mettre c'est total TTC. Les frais de port, on va les stocker dans une variable, allez, on va appeler ça port égale 10.0. Et à ce niveau-là, la requête totale, ça sera tout simplement le total de la commande plus les frais de port. Et à cet endroit-là, ça sera juste les frais de port. Donc cette URL-là, ce que je vais faire, plutôt que directement la générer, je vais aller la stocker dans une variable. Donc PayPal égale cette URL-là. Alors là, attention, évidemment, c'est quelque chose que l'on exécute, vous voyez tout de suite, mais dans certains cas, s'il y a eu des problèmes avec l'API, ce qui peut se passer, c'est que là, l'ACK ne sera pas à success. Donc tout ce que je fais là, il faut que je ne le fasse que si on n'a pas eu de problème. À la fois au niveau du retour PayPal et à la fois au niveau de curl, parce que curl lui-même peut nous dire, attends, il y a un problème, j'arrive pas à joindre l'API. Donc ici, juste avant le close, on va faire if curl underscore erno. Ça veut dire qu'on a eu une erreur. Si on a eu une erreur, on l'affiche. Bon, c'est pas très propre, mais vous, évidemment, vous pouvez personnaliser. Donc, curl underscore error, curl. Voilà. Et d'ailleurs, on pourrait juste après mettre un curl close. D'ailleurs,
c'est pas forcément très pratique. Ici, on va mettre un var dump plutôt, et ensuite un die. Donc ça, c'est vraiment dans le cas où curl ne passerait pas. Sinon, ça veut dire que tout s'est bien passé. Donc dans ce cas-là, je peux fermer curl. Et ensuite, je peux stocker. C'est que tout s'est bien passé. Donc je vais vérifier si je n'ai pas eu d'erreur. Donc là, volontairement, ce que je vais faire, je vais mettre... Alors je vais introduire une petite erreur. On va commenter cette version-là et voir un petit peu le retour qu'on en avait. Donc là, j'ai une petite erreur ligne 61. C'est normal, je n'ai pas fini. Voilà. Donc si tout s'est bien passé, je vais faire un var dump de response array. Voilà, pour voir un petit peu à quoi ressemblait le retour que j'avais de la part de PayPal. Donc vous voyez que lorsque j'ai une erreur, je n'ai plus le ACK qui a success mais à failure, et j'ai surtout cette variable-là. Donc moi, c'est cette variable-là que je vais réafficher à l'utilisateur, ou tout simplement loguer dans mes logs pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Nous, de toute façon, on va vraiment gérer le cas où ça marche. Donc ici, if $response array ACK égale success, ça veut dire que tout s'est bien passé. Sinon, ça veut dire que j'ai une erreur. Et dans ce cas-là, je vais afficher directement mon erreur. Donc là, je vais faire un petit var dump de mon response array pour voir un petit peu ce qui s'est passé et un die. Tout simplement, là, le principe, c'est vraiment d'apprendre à faire fonctionner cette API-là. Du coup, on ne va pas gérer des messages jolis. Et si tout s'est bien passé, dans ce cas-là, on va pouvoir continuer. Et on aura accès au token et aux différentes informations. Donc ce token, je stocke dans une variable que je mets sur mon lien payer. Donc lorsque l'utilisateur va cliquer sur payer, automatiquement, il ira sur cette URL-là, qui est cette URL de paiement. Donc ici, hop, je reviens sur ma page, j'actualise. Donc j'ai toujours mes petits var dump, alors je vais les dégager, ils ne servent à rien. Var dump ici, et var dump en cas d'erreur. Alors il y a une erreur tout simplement parce que j'avais coché version, que je décoche. Donc si maintenant j'actualise, donc vous voyez que je vois bien mon petit panier, je clique sur payer. Donc ça mouline un petit peu, c'est normal, ça va aller sur PayPal et vous voyez que j'ai en plus les livraisons et frais de dossier. Donc ça veut dire que c'est bien pris en compte et qu'à chaque fois, ça marche. Alors attention, PayPal fait évidemment des vérifications. C'est-à-dire que si ici vous mettez plus 5 par exemple, et si vous renvoyez, alors là évidemment j'ai été redirigé, mais si vous cliquez ici, voilà, il détecte bien que le total ne fonctionne pas. Donc il y a vraiment des vérifications à tous les niveaux. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir un retour en cas d'erreur. Ça veut dire que votre système ne fonctionne pas correctement. Alors, le truc que l'on aimerait bien faire, c'est afficher les différents produits qui ont été commandés. Donc pour cela, on va pouvoir préciser le contenu du panier. Alors pour faire ça, on remonte et on va préciser de nouveaux paramètres. Alors les paramètres, c'est L underscore payment request underscore le numéro, donc ici c'est 0, underscore name et le numéro de l'objet. Donc 0 pour le premier objet, 1 pour le suivant, 2 et ainsi de suite. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il y a ce 0? C'est un petit peu la même raison, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des produits qui sont commandés à différentes étapes de paiement. Donc c'est un petit peu compliqué. Nous on est dans un process relativement simple, un paiement one shot. Donc ici, ça sera name 0. Et ici, on va mettre le nom du premier produit. Donc moi l'avantage c'est que je n'ai pas à faire ça, j'ai déjà mes produits qui sont ici, donc je vais aller les parcourir dans une petite boucle. Donc ici, for each products as $k pour avoir l'index et product pour avoir cette variable là. Du coup, je vais à chaque fois ajouter des paramètres. Donc là, le premier paramètre dont je vous parlais, donc c'était L underscore payment request. D'ailleurs ça je vais me le coller parce qu'à chaque fois ça m'oblige à le réécrire. Underscore 0 underscore name, et là j'aimerais bien avoir l'index, c'est facile, c'est juste $k. Et je change mes guillemets simples par des doubles guillemets, histoire de ne pas avoir à faire des concaténations. Et là je vais mettre le nom du produit, product name. Donc ça nous donne le nom du produit. Ensuite, params, et on enchaîne. Alors si vous voulez avoir plus d'informations évidemment sur ce système-là, vous vous rendez sur la documentation, vous cherchez L underscore payment request. Voilà, et là vous allez avoir tous les champs que l'on peut préciser pour chaque objet qui constitue votre panier ou votre commande. Alors ensuite, L underscore payment request, on va pouvoir mettre une description. Donc ici 0 underscore desk suivi de l'index. Et là, on ne va rien mettre parce que nous, on n'a pas de description pour nos différents produits. Mais si vous en avez, vous pourriez le faire. Params, on enchaîne. Donc ici, L underscore payment request underscore 0 underscore
Allez, je vais copier tout ça. Et là, ce que l'on va préciser, c'est évidemment le prix du produit, donc AMT. Donc là, c'est le prix avec la taxe. Donc ici, c'est Product, Price, TVA. Donc moi, c'est évidemment par rapport au tableau que j'avais créé en haut, ici. Et enfin, je vais finir avec une dernière information qui est assez importante, c'est la quantité. Donc ici, c'est Quantity, donc QTY. Et nous, c'était là la variable qui s'appelait Count, qui contient 1 ou 2. Voilà, donc là, on a nos différentes informations et ça va bien parcourir notre petit tableau. Donc je sauvegarde, donc je vérifie que tout fonctionne bien. Donc là, il n'y a pas l'air d'avoir des erreurs de syntaxe. Et j'actualise. Donc automatiquement, ça appelle l'API. Et j'ai un petit problème, c'est tout simplement ici, j'avais fait le petit test pour que vous voyez l'erreur. Donc là, je remets les bons frais de port. Et si maintenant j'actualise, vous voyez bien que je n'ai pas d'erreur. Et si je clique sur payer, automatiquement, ça va me rediriger sur PayPal. Donc c'est un petit peu long parce que c'est sur Sandbox, c'est normal. Et vous voyez que je vois mon produit qui a été commandé, je vois le prix de l'objet et je vois aussi la quantité qui a été commandée pour chaque objet. Le total, les frais de port. Donc l'avantage, c'est que l'utilisateur directement depuis PayPal a bien la confirmation des objets qu'il a commandés. Donc ensuite, il rentre ces informations. D'ailleurs ici, vous voyez que je n'ai pas de compte pour payer, donc je vais me créer un nouveau compte préconfiguré. Voilà, donc je vais créer un compte qui soit en France. Ça sera un buyer, donc quelqu'un qui va pouvoir acheter. Je lui mets le prénom, allez, Marc Edo. Je lui mets un mot de passe très simple aussi à retenir. Et ce que je vais faire, je peux lui donner 100 € histoire de pouvoir au moins faire un test de paiement. Voilà, donc mon compte a bien été créé et je vais l'utiliser pour faire mon petit test de paiement. Donc là, je vais mettre ces informations-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et je me connecte. Alors d'ailleurs ici vous avez remarqué au niveau des paramètres, pour ceux qui sont un petit peu attentifs, hop, ici j'avais mis User Action Commit. Alors ce User Action, à quoi il sert? En fait il permet tout simplement de modifier ce bouton là. Alors ce que je vais faire, je vais enlever ce User Action, voilà, et on va refaire le test. Donc je vais retourner sur les pages précédentes, j'actualise. Je clique sur payer, donc j'ai retiré le User Action. En fait, le User Action vous permet de modifier la terminologie qui est utilisée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par défaut, cette page sur laquelle on arrive, ce n'est pas une page vraiment qui va permettre à l'utilisateur de payer. C'est une page où l'utilisateur vérifie ses informations de paiement, vérifie son adresse de livraison et clique sur continuer. Le paiement se fait ensuite sur notre site web. En mettant cet attribut User Action Commit, ce que l'on a fait, c'est qu'on en a précisé qu'on voulait ici qu'il y ait marqué payer. Comme ça évite des problèmes au niveau de la compréhension des utilisateurs. Pour lui, comme ça, il aura vraiment l'impression de cliquer pour payer. C'est un petit peu plus logique que d'avoir continué, qui n'est pas forcément très clair comme terminologie. Donc ici, bon, je clique sur continuer ou sur payer. Automatiquement, le système va vérifier si j'ai l'argent sur mon compte. Et automatiquement, comme on avait précisé, on revient sur cette URL-là, avec un petit token et une idée de payeur. Donc, comme ça c'est l'idée de la personne qui va payer. Alors ce que je vais faire, je vais créer cette page-là parce qu'on n'en avait pas créé. Donc, New File. Et je vais l'appeler process.php. Et dans cette page, on va faire un appel à l'API pour avoir les différentes informations. Donc si je reviens un petit peu sur l'API, donc là je reviens en arrière d'un cran, c'est Get Express Checkout Details qui nous permet d'avoir les détails concernant l'API. Donc là, il faut envoyer la méthode et le token. Et automatiquement, ça va nous renvoyer différentes informations concernant le payeur. Et les informations, c'est tout ça. Donc cette méthode est très simple à utiliser. Il suffit de 2 paramètres, 3 si on compte la version et 6 si on compte évidemment les paramètres de connexion. Mais vous voyez ici qu'on utilise la méthode et le token et que ça nous renvoie tout un tas d'informations sur le paiement qui a été effectué. Donc globalement, ça nous renvoie les mêmes informations que l'on avait envoyées dans le cas précédent, plus les informations qui ont été rentrées, comme notamment l'adresse de livraison, les choses comme ça. Donc de là, vous allez pouvoir récupérer comme ça si vous avez besoin les informations de livraison. Alors, le problème, c'est que pour faire appel à l'API, je vais devoir copier ça. Donc je copie ça. Donc là, pour le coup, on va le faire brut de décoffrage. Hein. Et à la fin, je mets un var dump de response array pour voir un petit peu à quoi ressemble le résultat. Donc là, au niveau de la méthode, je n'utilise plus cet express checkout, mais là, j'utilise get express checkout details.
Je garde la version, je garde user, signature, password. Je n'ai plus besoin de tous les autres paramètres. Ils ne servent plus à rien. Hop. Et ce que je vais faire, en plus, je vais préciser, comme on dit dans la documentation, le token. Token. Et au niveau de ces informations-là, je mets $_get token. Parce que c'est ce que me renvoie PayPal par l'URL. Alors attention, vous évidemment, vous devez vérifier avant cette page-là, est-ce que le token est défini. Si le token n'est pas défini, vous le redirigez sur une autre page. Ça veut dire que quelqu'un essaie d'accéder à cette page sans être passé par PayPal. Et ça évidemment, c'est quelque chose que l'on veut éviter. Donc ensuite, on fait exactement les mêmes appels, tout pareil. Et si jamais la requête s'est bien passée, on fait rien. Et sinon, on fait un var dump et ainsi de suite. Donc maintenant, hop, je reviens sur ma page, j'actualise. Et il va utiliser ce token pour récupérer les informations sur la transaction. Donc je vois que je récupère le token, je récupère le statut du paiement, donc ça c'est quelque chose de très important. Là vous voyez que le paiement n'est pas initialisé, c'est-à-dire que le token reste valide. Si j'actualise, ça continue à fonctionner. Et j'ai vraiment le paiement qui n'est pas validé. Donc ça veut dire que je vais pouvoir le prélever à n'importe quel moment. Et vous voyez que j'ai les différentes informations sur l'utilisateur, notamment ses adresses de livraison. Et après, la quantité de produits commandés, tout ça, c'est des choses que l'on avait rentrées. Alors là, vous voyez un petit inconvénient, c'est qu'à chaque fois que je dois faire appel à l'API, je suis obligé de me retaper tout ce code-là. Et c'est un petit peu pénible. Donc ce que je vais faire, dans le but de coder plus proprement, c'est me créer un nouvel objet. C'est de me créer une petite classe PayPal. Donc ici, je vais l'appeler paypal.php. Voilà, donc je vais déclarer ça sous forme de classe, donc classe PayPal. Voilà, et on va déclarer différentes propriétés. Donc aussi, ici, on va mettre une variable en public, donc qui pourra être réinitialisée, qui sera le user. Donc moi, je vais mettre directement les informations qui servent à tester en sandbox. Ça me permettra d'éviter d'avoir à les réinsérer à chaque fois. Donc ici, hop, cette information-là. De la même façon, je vais mettre ici le password, donc pwd, et je vais mettre la signature. D'ailleurs, on va mettre ça directement, hop, comme ça. On va pas prendre la façon d'écrire de PayPal, hein. On va rester sur une manière classique. Donc là, je mets le password, hop, comme ceci, et je mets la signature. Donc au niveau de l'objet, dès qu'on va le construire, on va faire public function _ construct, et on va pouvoir préciser en paramètre le user. Donc par défaut, on va dire que c'est false. Le password, par défaut, c'est false. La signature, ça va être false. Et ensuite, est-ce qu'on veut travailler en prod ou pas? Donc ici, on va mettre prod et on va mettre false par défaut. Donc ensuite, on va dire if user, ça veut dire que j'ai défini un utilisateur. Dans ce cas-là, je modifie les préférences que j'ai rentrées. Donc this user égale user. Et on va faire ça pour les différents paramètres. Donc ici, si on a rentré évidemment un mot de passe, c'est-à-dire si on a mis dans le constructeur un mot de passe, c'est qu'on veut le réinitialiser, donc on va mettre password. De la même façon, si on a mis une signature, c'est qu'on veut la réinitialiser, donc ici signature. Voilà, donc comme ça permettra d'avoir un objet qui sert à la fois en prod et pas en prod. Et ce que je vais faire, je vais stocker une autre variable, ici, public endpoint, qui permettra d'avoir l'URL que l'on doit appeler. Donc ici, l'URL que l'on doit appeler, on l'a fait rentrer hop, tout en haut, il me semble. C'est cette URL là. Et si on n'est pas en production, donc si on n'est pas en production, ça sera cette URL là. D'ailleurs c'est 3T avec un T minuscule. Hein. Si on veut être en production, if prod, je vais mettre this endpoint égale string replace et je retire le sandbox tout simplement de mon URL parce que je ne veux pas tester sur sandbox. Voilà, donc ça permettra comme ça d'initialiser l'objet. Et ensuite, on va créer une autre fonction qui prendra une autre fonction qui nous permettra directement de faire une requête rapidement à l'API. Donc ça prendra en premier paramètre la méthode et en second paramètre les paramètres. Et en fait, tout ce que ça fera, c'est relativement simple. Ça prendra tout le reste ici. Donc ici, hop, on fait tout ça à l'intérieur. Alors on se rappelle un petit peu. On reconstruit les paramètres à partir du tableau, impeccable, sauf que l'on va rajouter différentes propriétés. Donc on va faire params, et là on va faire un array merge. On va fusionner les paramètres avec les paramètres par défaut, donc les trucs que l'on n'a pas forcément envie de préciser tout le temps.
Donc la méthode, c'est tout simplement la méthode que j'aurais passée en paramètre. La version, ça ne change jamais. Ici, le token, on n'en parle pas. User, c'est tout simplement l'utilisateur qu'on a configuré au niveau de l'objet. Signature, c'est la signature que l'on a configurée au niveau de l'objet. Et le password, c'est le password que l'on a configuré au niveau du constructeur et donc de l'objet. Voilà. Comme ça permet d'éviter à chaque fois de renvoyer ces paramètres alors que c'est toujours les mêmes. Donc ici, ensuite, on fait un build query. On appelle l'URL, donc c'est this endpoint et non plus endpoint directement. Je lui envoie les paramètres, je récupère la réponse, je construis mon tableau. S'il y a des erreurs, ben, ce que je vais faire, je vais stocker dans un tableau que je vais déclarer en mode public, errors, égale array. Alors là, au passage, vous voyez que endpoint, je ne vais pas avoir besoin d'y accéder depuis l'extérieur. Donc ici, je vais mettre cette variable en private. D'ailleurs, de la même façon, user, password et signature, je les définis au niveau du constructeur. Donc pareil, je n'ai pas besoin d'y accéder depuis l'extérieur. Donc je mets ces trois variables en private. Par contre, les erreurs, je peux y avoir accès depuis l'extérieur, donc je vais la laisser en public. Donc ici, si on a des problèmes, on fait tout simplement hop, this errors égale curl error. Et ensuite, on fait un return false. Ça veut dire que cette méthode ne s'est pas bien passée. Et après, on fait un curl close avant. Ensuite, si ici, ben, j'ai dans le tableau de réponse ACK qui a success, ça veut dire que la requête s'est bien passée. Donc là, je fais return true, ce qui n'est pas très pratique, ou return responsory. Je renvoie directement les paramètres. Et si quelque chose s'est mal passé, ben, je mets tout simplement mes différentes informations dans this errors. Voilà. Et ensuite, ben, j'ai plus qu'à faire un return false. Et attention, hop, je ferme à chaque fois curl pour éviter que ça reste ouvert pour rien. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est juste du refactoring. J'ai réorganisé un petit peu mon code pour que ça soit plus simple. Donc je vais revenir au niveau de mon formulaire de paiement à la première partie. Donc à la partie index.php. Et plutôt que de faire le code en mode spaghetti, je vais directement utiliser mon objet. Donc ici, hop, juste après ça, je fais $PayPal égale new PayPal. Donc je ne précise aucun paramètre, automatiquement comme ça, ça mettra les trucs de debug. Voilà. Et ensuite, je fais $PayPal request, la méthode que je vais appeler setExpressCheckout, et ensuite les paramètres sous forme de tableau, array, et on est parti. Donc le problème, c'est que les paramètres, là, vous voyez que je les redéfinis dans une boucle. Donc hop, je vais faire directement là, hop, PayPal request. Alors, j'ai plus besoin de préciser la méthode, ni la version, ni user, ni signature, ni password. Voilà. Voilà. Donc là, on est prêt à fonctionner. Et en second paramètre, je mets params. Et du coup, cette méthode retourne la réponse. Donc ce que j'ai plus qu'à faire ensuite à la fin, poum, 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 poum. If response, ça veut dire que tout s'est bien passé. Dans ce cas-là, PayPal sera égal à ça. Sinon, ça veut dire que j'ai une erreur. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir mettre die, erreur, et peut-être ensuite afficher, ou avant même, afficher tout simplement ce qui s'est passé. Donc ce qui s'est passé, c'est dans this. Et ce qui s'est passé, c'est tout simplement stocké dans PayPal, errors. Et évidemment, je dois modifier ici response array, c'est directement dans response. Voilà. Donc maintenant, je vais refaire un petit test. Donc il me dit class PayPal not found, c'est normal, je n'ai pas inclus mon fichier. Donc ici, je mets require paypal.php. Donc je réactualise. Il me dit password qui ne peut pas y accéder. Tout simplement, au niveau de mon PayPal, ici, j'ai mis password au lieu de PWD. Voilà, donc je réactualise. Et vous voyez que ça fonctionne bien. Je clique sur payer. Donc encore une fois, ça va me rediriger sur la page de paiement PayPal. Donc vous voyez, je vois toujours mes informations. Je me connecte. Vous voyez que le User Action Commit a bien eu effet. Là, au lieu d'avoir le bouton continuer, j'ai le bouton payer. Donc là, je clique sur payer. Je suis alors redirigé sur Success, ce qui me permet d'avoir accès aux informations. Donc là, de la même façon, process.php, je vais le modifier pour utiliser mon nouveau petit objet. Donc ici, je fais require. Je mets paypal.php. J'initialise mon objet, je fais paypal égale new PayPal.
Voilà, donc pareil, sans paramètres, vu que je vais utiliser l'API en mode sandbox. Et ensuite, je fais $PayPal. Alors, je vais stocker ça dans response, encore une fois, égale $PayPal, request. Et là, je fais get, express checkout details, et j'envoie en paramètre. Là, j'ai qu'un seul paramètre à renvoyer, c'est très pratique. J'ai juste à renvoyer le token. Donc ici, token. Et c'est $_get token. Ce qui fait qu'ensuite, j'ai plus qu'à faire mon petit test. Donc if response, ça veut dire que tout s'est bien passé. Dans ce cas-là, je fais un var dump de response. Et sinon, ça veut dire que quelque chose s'est pas bien passé. Et dans ce cas-là, je fais un var dump de this, PayPal plutôt, errors. Et après un petit die pour s'arrêter tout de suite, on ne veut pas aller plus loin. Voilà, donc vous voyez, pour le coup, ça permet vraiment d'économiser des lignes de code. Donc au niveau de mon process, j'obtiens toujours le même résultat et je vois mes informations de paiement. Alors certains d'entre vous me diront, mais est-ce que je peux sauter cette fonction-là? Alors clairement, vous pouvez la sauter, c'est-à-dire qu'on peut directement, à partir de ce token-là, effectuer le prélèvement. Alors à quoi ça sert d'utiliser cette méthode-là? Ça permet d'une part de savoir où en est le paiement, parce que si jamais le paiement a déjà été effectué, vous allez voir que la fonction suivante marche quand même. Donc ça, cette méthode nous permet de savoir si le paiement a déjà été effectué ou pas. L'autre fonction là où ça peut être utile, et en général c'est ce qui vous montre globalement sur PayPal, c'est là il faudrait afficher une page qui dit bon voilà ce que vous allez commander, cliquez sur ce bouton pour payer. Le problème c'est que ça fait un petit peu redondant avec la page précédente que l'on vient d'avoir sur PayPal. Donc souvent on va sauter cette étape là, la page où on demande confirmation, et directement on va effectuer le prélèvement. Donc pour effectuer le prélèvement, il faut tout simplement utiliser la méthode doExpressCheck. Donc je vais aller directement réutiliser mon objet, donc response égale $PayPal, request, et on est parti. Alors, la méthode à utiliser, c'est doExpressCheckout payment. Donc là, ça veut dire qu'on va prélever l'utilisateur. Ensuite, je vais préciser les différents paramètres. Donc toujours version user signature, mais ça l'objet le fait pour moi. Je vais mettre le token. Donc, token, et c'est ce que je récupère en get. Donc $get token. Ensuite, je vais avoir besoin de préciser qui c'est qui va payer. Donc payer ID, c'est pareil, de la même manière, je le récupère par l'URL. Get payer ID. D'ailleurs, allez, pour essayer de voir si ça fonctionne mal, je vais mettre des chiffres ou des lettres en trop. Allez, on va mettre des chiffres. Voilà. Et ensuite, on va préciser combien on va prélever. Donc là, on utilise payment request underscore 0 underscore AMT. Donc vous, si vous avez bien fait les choses, vous avez tout simplement les informations de paiement en session. Donc moi, ici, je me souviens du total TTC, c'était 83 €. Donc ici, je vais mettre 83.0. Ensuite, je vais préciser la monnaie, payment request underscore 0 currency code. Et ici, c'est en euros. Voilà. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, de la même manière, vous allez sur la documentation, hop, je reviens d'un cran en arrière, et vous avez ici doExpressCheckout. Et vous allez avoir les différents paramètres que vous pouvez envoyer. Donc là, vous pouvez vraiment préciser tout plein de paramètres, un petit peu comme ceux qu'on avait au moment du getExpressCheckout. Donc les paramètres qui sont très importants, c'est la méthode, le token, donc vous voyez qui sont requis, payment action. Donc là, c'est suivant ce que l'on souhaite faire. Donc nous, c'est une vente, donc on va mettre sale. Payer ID qui est nécessaire aussi. Et en descendant, hop, vous avez ces informations. Donc c'est les informations que l'on avait tapées au moment de la demande. Donc là, hop, on est reparti. Donc AMT, c'était 83 €. Currency code, c'était en euros. Et je vous ai dit, le paramètre obligatoire, c'était payment action. Et là, nous, c'est une vente. Donc, on va mettre sale. Voilà. Donc là, vous voyez que globalement, tout est censé fonctionner. Donc, je vais dire if $response. Dans ce cas-là, je vais afficher mon petit retour PayPal. Donc, response. Sinon, je vais afficher les erreurs. Donc, var dump errors. Donc là, c'est PayPal errors. Voilà. Donc maintenant, je réactualise ma page et il va essayer d'effectuer le prélèvement. Donc là, il me réaffiche les premières infos de cette première requête-là, donc je n'en ai plus besoin. Hop. Si je descends, vous voyez que j'ai ici une petite erreur. Donc l'ACK est à failure, donc ça veut dire que j'ai bien eu un petit problème. Et vous voyez l'erreur, c'est que le Payer ID n'est pas valide.
Alors du coup, vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qui se passe si tu mets un ID valide? Parce que là, c'est vrai que j'ai rajouté des chiffres, alors je vais mettre 43Q plutôt. Voilà, je réactualise. Et vous voyez ici, ça me sort que je ne peux pas payer. Donc là, il n'y a pas de problème, l'utilisateur ne va pas pouvoir feinter et essayer de faire payer quelqu'un d'autre à sa place, hein. À ce niveau-là, PayPal fait bien les choses. Voilà. Donc là, on va revenir sur ça. Voilà, donc au niveau de ce que nous renvoie cette méthode, vous voyez que ça renvoie pour une fois assez peu d'arguments. Donc vous avez ACK qui vous dit success ou failure s'il y a eu un problème ou pas. Et vous avez surtout ici la transaction ID. Donc ça c'est très important. Je vous conseille de le sauvegarder. Ça va vous servir si jamais après vous avez des problèmes de retrouver le paiement rapidement en base de données. Donc sauvegarder là à partir de cette étape là, vous pouvez sauvegarder la commande en base de données avec transaction ID. Donc pour savoir à quel paiement PayPal cette commande correspond. Alors, quelques petits détails relativement perturbants au niveau de cette variable-là. Donc vous voyez ici, moi j'ai renvoyé en dur le paiement qui a été effectué. Donc ici j'avais mis 83.0. Maintenant ce que je vais faire, je vais mettre 1.0 pour tester. Et je vais effectuer un nouveau paiement. Donc, pour cela, hop, je reviens en arrière. Je vais fermer les fenêtres inutiles. Voilà, je reviens en arrière jusqu'à la page de paiement. Donc j'actualise histoire de régénérer le token au niveau du bouton payer. Je vais cliquer sur payer. Donc ça mouline un petit peu, c'est normal, c'est sandbox. Je tape un login et un mot de passe. 1, 2. Vous voyez au passage qu'ici ça m'affiche bien 83 €. Donc je clique sur connexion. Je vais voir mes infos. Donc je vois bien que je veux payer 83 €, il n'y a pas de problème. Je clique sur payer. Donc là pareil, toujours pas de problème. Je paye. Automatiquement je suis redirigé sur le site. Et ça fait la méthode DoExpressCheckout. Et là qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'au niveau de l'ACK j'ai success. Alors que pourtant, au niveau du paiement, j'ai 1. En fait, le DoExpressCheckout n'est pas forcément relié à la commande qui a été effectuée avant. Donc, il n'y a aucune vérification qui est faite. Alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous ne devez pas faire confiance, entre guillemets, à votre session. Ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de récupérer les informations à propos de la commande qui a été effectuée, à propos de ce token-là, et de les réinjecter ensuite à cet endroit-là. Donc là, plutôt que de faire confiance aveuglément au système, par exemple en utilisant la session, qui pourrait être altérée de différentes manières par l'utilisateur, vous récupérez les informations de détail. Donc ici, vous faites par exemple response, et vous mettez le paiement qui a été effectué. Donc ici, c'était cette variable-là, payment info, underscore 0, underscore AMT. Et comme ça, vous prélevez bien la somme qui correspond à cette demande-là. D'ailleurs, vous pouvez même faire une double vérification en vérifiant que ça correspond bien à ce que vous avez en base ou en session. Voilà. Donc en fait, dans cette méthode-là, DoExpressCheckout, il va falloir mettre un petit peu les mêmes propriétés que dans le GetExpressCheckout. Donc si vous regardez la documentation, vous voyez qu'on peut tout repréciser. Donc là, on pourrait remettre la liste des objets. Mais d'ailleurs, c'est ce que l'on va faire. Donc là, hop, on est reparti. Je remets les différents produits, les totals et les frais de port. Hop. Donc ici, je les remets tout au-dessus. Voilà. Et au moment du DoExpressCheckout, je vais renvoyer ces paramètres-là pour voir un petit peu la différence. Donc là, hop, 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 et on est reparti. Donc au niveau du process, donc là, je récupère les infos de paiement, il n'y a pas de problème, et je renvoie les paramètres. Hop, hop, hop. Alors là, ces paramètres, je vais plutôt les mettre dans ce tableau-là. Pouf. Voilà, donc je récupère le token, Payer ID, Payment Action, l'AMT Currency Code, je n'en ai plus besoin, je l'ai redéfini. Je parcours mes différents produits, ça me permet de modifier ces paramètres-là, et je les renvoie. Voilà. Et ce que je vais faire un nouveau paiement. Je rafraîchis la page tout simplement pour régénérer un token au niveau de ce bouton-là. Je clique sur Payer, et vous allez voir que ça va faire une grosse différence. Donc là, je clique sur Payer. Donc je clique sur Payer. Donc là, vous allez me dire, mais attends, t'avais mis que 100 € sur cet utilisateur-là. Oui, parce qu'en fait, les utilisateurs ont des cartes bleues illimitées dans la sandbox. Donc du coup, ils complètent l'argent qui manque avec le sandbox. Donc là, vous voyez que AMT s'est bien passé. Et maintenant, si je vais dans mon compte, je fais mon compte. Je vois bien ce paiement de 83 €. Et si je vais dans Détail, vous voyez que j'ai le contenu du panier. J'ai toutes les informations qui sont mieux organisées. Donc l'avantage d'avoir réenvoyé les informations, c'est que lorsque j'ai fait ma demande à PayPal, PayPal a réenregistré ces infos. Si je compare au paiement premier que j'avais effectué sans renvoyer aucune info, juste la somme,
Mais le problème, c'est que l'utilisateur n'a plus trop d'infos. Donc c'est pas vraiment super sympa. Donc ce que je vous conseille, si vous êtes pressé, c'est de ne renvoyer que l'AMT. L'AMT et le currency code. Ça vous permet vraiment de faire le strict minimum pour prélever l'utilisateur. Mais afin d'avoir une expérience utilisateur la plus sympa possible, je vous conseille de réenvoyer au moins la liste des objets et les détails de la commande au moment du Do Express Checkout. Ça vous permettra, si jamais après vous avez des litiges, de savoir un petit peu et de vous souvenir, rien qu'en cliquant sur détails dans PayPal, qu'est-ce qui avait été commandé et les quantités. Voilà. Donc c'était juste un petit détail. Alors un autre détail qui est plutôt perturbant, et ça vous le voyez malheureusement dans beaucoup de tutoriels, c'est tout simplement que on vous dit, vous faites un Do Express Checkout, si vous avez ACK qui est à success, c'est que le paiement s'est bien passé. Pas vraiment. Si j'actualise cette page-là, avec les mêmes tokens et le même Payer ID, vous voyez que ça met success. Donc si vous vendez un service, ça pourrait faire croire au système que vous avez à chaque fois repayé. Et du coup, vous pouvez, si ce n'est pas vérifié, commander plusieurs fois la même chose. Bon, donc c'est vraiment dans le cas où Transaction ID n'est pas vérifié ni rien. En fait, ce que je vous conseille de faire, au niveau du retour de PayPal, c'est d'analyser un petit peu ce que vous renvoie Get Express Checkout Details. Ici, si je fais un petit var dump de la réponse, si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé du statut. Si j'actualise cette page-là, vous voyez qu'au niveau de Checkout Statut, je n'ai plus, le paiement n'a pas encore été initié, mais j'ai Payment Action Completed. Donc ici, ce que vous pourriez faire, c'est rajouter une condition, dire que si jamais au niveau de la réponse, on a Checkout Statut qui est à Payment Action Completed, dans ce cas-là, ce que l'on pourrait faire, c'est indiquer à l'utilisateur ce paiement a déjà été validé. DAI, ce paiement a déjà été validé. Donc là, vous n'avez rien à refaire parce que ça veut dire que votre site a déjà prélevé cet utilisateur-là sur cette transaction-là. Du coup, ça ne sert à rien, entre guillemets, de réutiliser. Donc ça ne sert à rien de relancer le reste. Donc ça, c'est très important. Parce qu'il y a des services, par exemple, notamment si jamais vous créez un système de compte premium et que vous ne faites pas cette vérification-là, vous pourriez incrémenter à chaque fois son compte sans vous en rendre compte. De la même manière, si au niveau du Do Express Checkout, au niveau de la réponse, vous avez une erreur, soit parce que curl ne marche pas ou tout simplement parce que la CK sort failure, dans ce cas-là, vous pouvez indiquer que le paiement n'a pas été effectué. Si jamais il y a une erreur dans ces requêtes-là, c'est-à-dire que vous avez envoyé des mauvaises informations ou n'importe quoi, le paiement ne va pas se faire. Il n'y a pas de prélèvement. Donc c'est très important de le préciser parce que l'utilisateur pourrait se dire merde, j'ai été prélevé sans le vouloir, alors que ce n'est pas le cas. Donc là, vous mettez par exemple erreur au moment du paiement ou réaffichez l'erreur qu'il y a eu, vous n'avez pas été prélevé. Voilà. Donc à la fin, lorsque vous avez fini et que tout s'est bien passé, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir une chose, cet élément-là. C'est vraiment ça que vous allez avoir besoin de stocker. Ça, c'est l'idée unique de la transaction PayPal. Donc là, vous n'avez plus qu'à sauvegarder votre commande en base de données. Tout s'est bien effectué. Donc voilà, vous savez maintenant utiliser PayPal Express Checkout. Donc un petit rappel de ce que l'on a vu, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à avaler en assez peu de temps. Donc globalement, Express Checkout fonctionne en deux temps. Donc dans un premier temps, on va initialiser un paiement. Donc pour cela, on utilise la méthode setExpressCheckout. Donc dans cette méthode, on va préciser return URL et cancel URL. Donc return URL, c'est la page sur laquelle l'utilisateur va être redirigé en cas de succès, lorsqu'il a fini de payer, lorsqu'il a fini de valider ses informations. Et cancel URL, s'il l'annule. Ensuite, on va préciser tout un tas d'informations permettant à l'utilisateur de savoir ce qu'il est en train d'accepter. Donc on va notamment préciser le prix total de la commande et si on le souhaite, le détail pour chaque objet. Ensuite, lorsque l'utilisateur va arriver sur PayPal, on va lui demander ses informations de livraison et ses informations bancaires. Il va cliquer sur payer ou continuer, suivant que vous ayez mis User Action Commit ou pas. Lorsqu'il va cliquer sur continuer, il va être redirigé vers votre page Return URL. Sur cette page, vous allez pouvoir récupérer les informations du paiement grâce à la méthode getExpressCheckoutDetails, qui ne prend qu'un seul paramètre utile qui est le token. Donc cette méthode vous renvoie toutes les informations concernant la commande. Les informations que vous avez envoyées en premier lieu, plus les informations qui ont été tapées par l'utilisateur dans PayPal. Donc une fois que vous avez ces informations-là, vous les vérifiez, c'est très très important. Vous vérifiez notamment que le statut du paiement n'est pas déjà payé. Vous vérifiez que la somme qui est dans cette transaction correspond bien à la somme que vous attendiez, que ce n'est pas une fausse transaction. Et ensuite, une fois que vous êtes content et que vous avez bien vérifié toutes les informations, vous faites un Do Express Checkout Payment. Alors pour cette méthode-là, vous avez le token et le Payer ID à renvoyer, le Payment Action pour dire que c'est un achat,
la somme totale et la valeur et le currency code, donc l'unité, donc en euros dans notre cas. Ensuite, vous pouvez préciser d'autres paramètres. Ces paramètres ne servent pas vraiment à prélever l'utilisateur, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas influer sur le prix, mais permettent à l'utilisateur d'avoir au niveau de ses transactions PayPal la liste des produits qu'il a commandés. Ça vous permettra de mieux organiser vos commandes. Si par exemple vous voulez directement gérer vos commandes par PayPal, ça vous permettra de savoir quel produit envoyer. Donc le Do Express Checkout vous ressort true si le paiement s'est bien, vous ressort un ACK à true si le paiement s'est bien déroulé et false sinon. Donc si le paiement s'est bien déroulé, vous pouvez alors sauvegarder la commande en base de données et la mettre comme traitée. Si le paiement a échoué, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Vous pouvez renvoyer l'erreur au niveau de l'utilisateur et bien lui préciser que le paiement n'a pas été effectué. L'utilisateur n'est prélevé que si cette fonction arrive à terme. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis de mieux appréhender cette notion-là. Donc c'est vrai que c'est une API qui fait plutôt peur, hein. Quand on voit les schémas de PayPal et la documentation qui n'est pas très organisée, ça peut faire peur. Mais au final, c'est une API qui est relativement simple et qui est même encore plus simple que l'utilisation des boutons et de la notification instantanée de paiement qui est super chiant à tester. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc si vous avez des questions ou des suggestions concernant cette API PayPal, n'hésitez pas à poster des commentaires ou à venir nous voir sur IRC.